Donc bonjour à tous. On est venu vous parler aujourd'hui de GitOps et de DevOps de manière plus générale et pourquoi on pense que GitOps peut nous aider pour le DevOps et vous aider idéalement. Donc, attaquons tout de suite. On va commencer par se présenter. Donc, moi je m'appelle Fabrice Pipard. Je travaille pour Amadeus depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai toujours aimé travailler avec améliorer l'environnement de développement de nos développeurs. C'est pour ça que j'ai fait mes armes sur Jenkins et petit à petit j'ai été nommé technical expert sur le sujet. Dans la vie, j'aime migrer les applications dans le cloud et faire de la moto. Ça, on va en reparler un peu après. Et je vous présente mon cher acolyte, James. Donc bonjour à tous, moi c'est James. Donc j'ai la chance de travailler avec Fabrice à Amadeus depuis quelques années déjà, où j'agis en tant que principal engineer. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur moi? Je suis à fond dans les process opérationnels et dans la sécurité aussi. Et sinon, j'ai la chance de travailler au sud de Toulouse en full téléwork. Donc on se voit beaucoup, mais en meeting, Fabrice. Tout à fait. Alors je vais vous présenter très rapidement qui est Amadeus. Donc Amadeus, c'est une boîte implantée notamment dans le coin. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent, beaucoup je pense même. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des logiciels pour l'industrie du voyage. Donc il y en a une partie d'entre vous qui ont dû venir en avion. Il y a de très bonnes chances que en arrière-plan, il y avait un de nos logiciels. Peut-être quand vous avez fait votre réservation, quand vous êtes passé par la compagnie de voyage, etc. L'agence de voyage, pardon. James, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres rapides sur Amadeus? Alors, je sais qu'on adore tous les chiffres, je vais en présenter des incroyables. Donc chez Amadeus, on travaille avec plus de 500 airlines, on processe 1,5 milliard de bookings globalement, mais on ne va pas s'occuper de ça, on va s'occuper aussi de votre confort, puisqu'on va traiter les réservations au niveau des hôtels, et on va faire aussi les agences de voyage pour que vos voyages soient juste magnifiques. J'espère que certains d'entre vous ont prévu des bonnes vacances pour cet été. Pour faire tout ça, on va pouvoir se reposer sur pas mal de personnes, donc 18 000 personnes réparties partout dans le monde, dans plus de 200 pays. Donc ça fait une situation multigéographique où on a des tas de personnes disponibles, même à 2 h du matin quand on a des soucis, Fabrice, pour discuter des recovery clientes, faire des choses. Ouais, c'est des petits bonheurs. Exactement. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail sur les produits que nous on fait au niveau de notre département, Fabrice? Alors nous, on travaille dans une division qui s'appelle Digital, on fait partie de ceux qui travaillent avec les doigts. Donc on fait des logiciels front-end principalement pour les compagnies aériennes. Donc ça va du site web de réservation de la compagnie aérienne qui peut être fait par nous, ou alors son logiciel de call center quand vous appelez, que vous avez un problème, ou quand vous êtes sur votre mobile et que vous faites le check-in à l'aéroport, ça peut être un de nos logiciels. Donc on a en tout plusieurs dizaines d'applications. Elles cumulent plus de 2000 TPS et sont constituées de millions de lignes de code. Au niveau API, on est visé pour les logiciels les plus anciens par du SOAP, pour les plus récents par du REST, et on héberge une bonne partie de nos front-ends directement. Niveau technologie, pour les back-ends, c'est principalement du Java, pour le front-end, principalement de l'Angular, et on package tout ça dans des applications Helm, et on charge ça sur Kubernetes, et plus précisément sur OpenShift. Ça vous fera un petit lien avec un des sponsors de Rivière Dev. Et ces dernières années, les virages qu'on a pris chez Amadeus, on a cherché à utiliser le plus possible de logiciels open source, arrêter de refaire en interne des choses qui existent déjà. On a migré une bonne partie de nos applications dans le private cloud, dans notre data center en Allemagne, et on est actuellement en train de tout migrer sur Azure dans le public cloud. Mais, James, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant à raconter sur le DevOps? C'est le bon moment pour se poser cette question, Fabrice. Donc effectivement, on vous a présenté quelques chiffres et puis la stack technique, parce que l'idée c'est de vous présenter aussi la solution qu'on utilise pour opérationnellement traiter tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'on pense avoir le droit de vous présenter sur scène? C'est pour répondre à ces questions, je prends un petit step back, on va regarder un petit peu Amadeus. Amadeus, ça fait partie des sociétés qui sont quand même vachement vieilles, hein. Donc on date de 1987. À cette époque, Internet, c'était pas encore tout à fait ça, Java, c'était pas tout à fait là. Et il a fallu, dès lors, accompagner les compagnies aériennes en prenant les uns après les autres tous les virages technologiques. Donc l'arrivée des smartphones, l'arrivée du web, la virtualisation. Beaucoup d'entre vous travaillent sans doute sur les migrations Kubernetes, Fabrice en a parlé, ça nous occupe beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet vraiment aujourd'hui. Ce qui va nous occuper, ça va être la dernière révolution
qui est l'utilisation du modèle DevOps, et en particulier comment GitOps va nous aider à construire une stack opérationnelle incroyable. Écoute, je pense que ça tombe bien que tu parles de GitOps. Il est peut-être le temps de rentrer dans le vif du sujet. On est venu vous parler de GitOps. Alors pour ça, on va tourner un petit jeu de rôle. Moi, je vais prendre le rôle facile, pour moi, du dev, et James va prendre le rôle de l'opérateur. Exactement. Donc, au niveau opérationnel, Fabrice, j'aurais besoin que tu résumes de façon très simple, comme si j'étais stupide. Facile. Merci. Pour toi, Fabrice, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que le modèle GitOps? Alors, nous, on travaille dans l'industrie du software, donc toi en particulier, ce que tu aimes, c'est charger des logiciels en production. J'adore ça. Ouais, chacun ses goûts. Mais on va tourner une analogie, histoire d'essayer d'expliquer un petit peu, d'illustrer le concept. On va dire qu'au lieu de construire des logiciels, on construit des motos. Je vous ai dit que j'aimais bien, ça me permettra d'illustrer un petit peu tout ça et peut-être de comprendre un petit peu mieux. Donc allons-y, tournons cette analogie. Dans le monde du software, pour charger quelque chose en prod aujourd'hui, ça passe souvent par du YAML. On n'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de YAML. Mais pour une moto, l'équivalent de ce fichier YAML, c'est une sorte de plan. C'est une description de tous les détails de comment est fichue la moto, de quelle couleur elle est, quelle est la taille de son réservoir, à quelle vitesse elle peut aller, quels sont les types de pneus qu'on va mettre dessus, comment est réglé le moteur. Il y a tous les détails dans un plan. On peut imaginer ça en tout cas. Ça va être en quelque sorte l'ADN de notre moto. La définition intégrale de comment est-ce qu'elle est fichue et comment on va du coup pouvoir la construire. C'est quand même un peu le but. Donc pareil, pour nos logiciels, on a un ADN qu'on met dans des YAML pour définir précisément comment est-ce que ça doit fonctionner en prod. Alors il n'y en a pas qu'un seul de YAML, malheureusement, il y en a plusieurs. Et on va stocker tout ça dans une sorte de coffre-fort dans Git. Et une fois qu'on a stocké cet ADN dans Git, en fait, on a une sorte de contrat entre l'architecte et l'opérateur. Alors écoute Fabrice, jusque-là tout est clair, donc on va essayer de décrire tout ce qu'il faut. Donc tu n'oublieras pas la roue arrière, j'espère. Essayez. On va mettre ça en tant qu'ADN dans du Git et on va construire quelque chose, mais jusque-là Fabrice, c'est un peu du blabla tout ça. Moi, ce que je déploie, c'est des vraies applications. Comment est-ce que ça va se traduire d'une manière un peu plus concrète? Et ben en fait, donc il va falloir transformer le plan en moto. Donc ça c'est le but. Et pour répondre à ça, en fait, je vais te donner la réponse qu'en ce moment je te donne systématiquement. On va construire une automatisation. Donc on va construire une usine de création de motos qui prend en entrée le plan et en sortie sort de manière complètement automatique des motos. Très bien. Bah, écoute Fabrice, j'ai envie de dire, surprends-moi. Allez, c'est parti. On va reprendre la base. On va dire, mais pourquoi utiliser Git pour les opérations? Quelle est cette drôle d'idée? Alors, le process, James, toi tu ne maîtrises pas très bien parce que tu n'es pas un dev, mais le process avec Git, c'est toujours le même. Il y a quelqu'un qui propose une pull request, un dev, un QA, un release engineer, ou même peut-être toi à terme. Tu proposes un changement et tu fais une pull request pour proposer ce changement. Et il va y avoir un ops qui reçoit cette pull request, la regarde, voit si ça correspond à tes standards et décide soit de la rejeter parce qu'il y a un problème, ça ne te va pas, tu as tout à fait ce droit, ou tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, on va faire un merge et on va appliquer le changement. Et finalement, c'est tout, c'est ce dont on a l'habitude en dev et ça marche très bien. Alors, pourquoi Git? Parce que Git, je pense que là, dans la salle, qui utilise autre chose que Git? Ah, il y en a quand même un. 2. Bon. C'est un standard, quasiment tout le monde utilise ça, c'est qu'il y a de bonnes raisons, c'est que ça marche quand même plutôt bien. Et ce qui va être cool avec Git, quelle que soit l'implémentation que vous utilisez, que vous utilisiez du GitHub, du GitLab ou comme nous du Bitbucket, il y a le système de checklist. Chaque fois que quelqu'un fait une pull request, tu vas pouvoir avoir un pense bête pour rien oublier et tout vérifier. Donc ça c'est plutôt chouette. Et surtout, tous ces logiciels que j'ai cités de Git, ils sont extrêmement bien fichus pour de la collaboration. Donc on va pouvoir, chaque fois qu'il y a une ligne qui ne convient pas, discuter sur cette ligne, avoir des threads de discussion bien organisés. On va pouvoir bloquer le merge d'une pull request simplement en cliquant quelque chose dans l'interface. Donc ça marche très bien. Et surtout, ce que ça va nous apporter, c'est que ça va nous apporter un système asynchrone. Donc moi, je vais pouvoir à tout moment faire ma pull request, écrire dedans ce qui m'importe. Toi, tu seras sans doute pris par fixer la prod ou je sais pas quoi, un truc où tu n'es jamais disponible. Mais tu pourras prendre la pull request quand tu as le temps.
Et une fois que tu as donné la réponse, moi je la reçois, je fais éventuellement les modifications que tu me demandes, et on devrait être bon. On va pouvoir travailler de manière asynchrone. Des fois, on n'est même pas dans la même time zone, donc ça serait quand même pratique. Qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, ça a l'air très très bien. Donc Git, ça va devenir en fait notre espace de collaboration où on va se rencontrer, discuter, tout ça pour arriver à une proposition opérationnelle. Mais je te repose la même question, parce que Fabrice ne répond pas toujours. Derrière Git, moi j'ai toujours ma YAML, mais j'ai toujours rien en production. Qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai mon contrat qui a été, on va dire, validé entre nous dans Git? Et une fois qu'on a le plan, une fois qu'on a l'ADN, il faut faire quelque chose. Alors la première chose qu'on va faire, c'est vérifier ce qu'il y a là. C'est qu'on ne va pas tout de suite appliquer le changement, on va d'abord essayer d'opérer un maximum de vérifications. Et on va voir pourquoi. Alors, pour faire ces vérifications, on va utiliser un vieux copain, Jenkins. On l'aime, on l'aime pas, vous avez le droit, tout le monde a droit à son opinion. Malgré tout, il est relativement standard. Tout le monde a eu à le toucher, je pense, à un moment ou à un autre. Je ne vais pas refaire la demande de si quelqu'un n'a pas touché Jenkins dans sa vie. Mais s'il est standard, aussi standard, il y a de bonnes raisons, probablement. Une des raisons, c'est qu'il s'intègre hyper bien avec tout ce qui est Git. Dès que vous avez quelque chose qui est changé dans Git, automatiquement ça déclenche Jenkins, ça fait un build, ça va effectuer toutes nos vérifications, qu'on fasse une pull request ou un merge. Donc ça c'est assez pratique. L'autre aspect essentiel de Jenkins, c'est qu'il est hyper flexible. Jenkins, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez nous, on a tout un set de pipeline library qui sont prêtes, qui nous font l'intégration avec tout ce qu'on a niveau opération, et aussi c'est la même chose niveau dev. Donc ça, c'est pratique. Sa qualité, son défaut, on peut tout faire avec. L'autre point important, c'est qu'il sait très bien retourner le résultat de ses vérifications à Git. Donc dans tous les logiciels Git, on peut avoir le merge qui est bloqué si les vérifications ne sont pas passées, par exemple. Donc tout ça, ça va nous permettre d'éviter des erreurs. Ça devrait te faire plaisir, James, parce que, bon, en principe, en opération, on n'aime pas trop faire les erreurs, si j'ai bien compris. Alors, venant de toi, ça me fait d'autant plus plaisir, Fabrice. Donc effectivement, j'aimerais creuser un petit peu ce avoid mistakes. Comment éviter les erreurs. Tu sais qu'en production, nous, on a des scellés très importantes. On travaille pour l'aérien. Peut-être certains d'entre vous prennent l'avion ce soir. Vous avez envie de rentrer? On verra juste après si c'est possible ou pas. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, Fabrice, est-ce que tu pourrais me donner justement un petit peu plus de détails sur ces checks, cet ensemble de vérifications qu'on va faire pour éviter des erreurs? Alors, les vérifications qu'on va pouvoir plugger dans Jenkins et que nous, on a décidé d'ajouter, par exemple. Et vous pouvez rajouter toutes celles de votre choix, mais on va déjà parler de celles que nous, on voit comme importantes. Alors, les vérifications classiques, un YAML, est-ce qu'il est bien formaté? Est-ce qu'on n'a pas oublié un espace? Ça, on va pouvoir le vérifier direct, plutôt que d'attendre d'appliquer le changement pour voir que ça ne marche pas. Les checks de sécurité, James et White Hat, vérifier qu'il n'y a pas une dépendance avec une vulnérabilité, c'est une bonne idée, et autant vérifier au dernier moment, parce qu'elle est peut-être arrivée il y a 1 heure, la découverte de la faille de sécurité. Les checks opérationnels, James me casse les pieds avec tout plein de trucs qu'il veut vérifier, je vais pouvoir les entendre et les implémenter, et quoi que ce soit qu'il ait envie de vérifier, pouvoir le vérifier. On en parlera juste après. Ouais. Alors, parmi ceux-là, les freezes. Alors ça, c'est un concept auquel on tient particulièrement, c'est que quel que soit le changement qu'on opère en production, on met des catégories. Donc, on dit qui touche tel ou tel client, qui touche tel ou tel système, ou telle application. Et chacun de ces éléments peut être ce qu'on appelle freezé. Donc, on peut dire que tel client, par exemple, il est hors de question en ce moment de faire un chargement en prod, parce que peut-être il a un événement super important. Donc, dans ce cas-là, on bloque dans un système centralisé et on va pouvoir vérifier cet aspect-là juste avant de faire le load. Donc du coup être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas quelqu'un qui n'avait pas l'information et qui du coup fait un chargement là où on n'aurait pas dû. L'autre aspect important au niveau des opérations, c'est d'avoir la traçabilité, de savoir exactement qui a changé quoi où. Donc ça, on va pouvoir, via Jenkins, assez simplement appeler une API et envoyer l'information au système qui a besoin de la recevoir. Et grâce à tout ça, on va avoir un système de gatekeeping. On va avoir toutes les vérifications qu'on peut vouloir faire juste avant de loader en prod. Donc ça fera plaisir aux ops. Et ce que ça va nous permettre, c'est, je ne sais pas si dans vos boîtes, vous avez la même chose que nous, des meetings de pré-prod, où vous allez dans un meeting, il y a des gens qui scrutent ce que vous voulez changer, qui vérifient que c'est bien bon.
qui vont chercher le moindre détail pour ne pas vous faire loader en prod. Ben ça va donner un argument, ces vérifications-là, ça va donner un argument super important pour dire, bah non, tous les trucs, ils ont été codés, as code, dans Jenkins, et c'est vérifié, c'est pas la peine de le revérifier, ayant juste les discussions qui sont nécessaires. Donc ces meetings, ils devraient être, s'ils existent toujours, ils devraient être beaucoup plus efficaces. Et ça, je pense que ça devrait t'arranger, James. Alors franchement, ça m'arrange. Hein. Puis je sais pas vous, hein, mais moi, ce slide-là, vous l'avez trouvé pénible, non? Un petit peu. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est un peu... Voilà. Le plus on peut automatiser ce nombre de choses, le mieux c'est. Et ce qui est très important opérationnel, c'est de ne pas l'obfusquer. Hein. Il faut surtout continuer à faire ça, parce que ça dépend un peu de vos produits, mais opérationnellement, ça reste très important. Mais Fabrice, j'ai envie de te poser du coup une question. Après Jenkins, nous, par exemple, on veut déployer du soft. Ça serait bien, ouais. Voilà, pour Jenkins, on ne va pas lui faire servir des portails aériens. Comment Jenkins, tu as parlé de Kubernetes tout à l'heure, va interagir avec Kubernetes pour avoir mes déploiements? Alors en effet, après il faut appliquer le changement. Donc là, on ne se repose pas sur Jenkins, on déclenche pas depuis Jenkins. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on déclenche un autre outil qui est Argo CD. On a fait le choix d'Argo CD parce que, coucou Red Hat encore, c'est un bon outil et il est en train de s'imposer un petit peu comme un standard supporté par la Cloud Native Foundation, etc. Donc nous, ça nous plaisait bien de partir là-dessus, mais surtout, il marche très très bien. Alors pourquoi il marche très très bien? Il marche très très bien parce qu'il repose sur quelque chose d'essentiel, qui est peut-être le truc le plus important de ce talk finalement, c'est le modèle déclaratif. C'est le truc principal qu'on veut vanter ici, c'est le modèle déclaratif. Alors qu'est-ce que c'est que le modèle déclaratif? C'est l'ADN, le plan de la moto dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet ADN, il faut qu'il soit ultra complet, il faut qu'il y ait tout décrit dedans. Il faut que chaque élément de votre prod soit défini dans cet ADN. Et à partir du moment où vous avez cette chose qui peut paraître simple, mais qui en fait est un petit peu compliquée, parce qu'il faut vraiment décrire les moindres détails de votre prod, une fois que vous avez ce modèle déclaratif complet, ben en fait Argo il peut faire ce qu'il sait faire, il sait faire une seule chose, il la fait très bien, c'est qu'il compare le modèle, l'ADN et la réalité. Et il aligne ça à tout moment. Ça peut paraître très simple, mais moi c'est ce que j'aime quand un logiciel est simple à comprendre, ce qu'il fait, il compare et il aligne. Et il suffit d'écrire du coup dans le modèle ce que vous voulez avoir, il va l'appliquer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déployer nos applications. Donc ça c'est cool, on a Argo qui nous couvre les applications. Alors évidemment, une prod, c'est pas que des applications, il y a 2-3 autres trucs derrière, bon, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est pour ça qu'on en parle peu. C'est l'infrastructure. Donc l'infrastructure, pareil, le modèle GitOps, le modèle déclaratif, ça marche de la même manière, il n'y a pas de problème. On met l'ADN dans Git et on a d'autres outils, cette fois par Argo CD, mais plus du Terraform, TerraGrunt, ce genre de joyeuseté qui vont déployer votre infrastructure. Mais même bénéfice à cause du modèle. On pourrait faire l'extrapolation à partir de ce qu'on va vous décrire pour les applications. Mais on peut pousser plus loin, on peut pousser à n'importe quoi en fait. À partir du moment où vous voulez avoir quelque chose en prod, vous le mettez dans Git et vous pouvez avoir une automatisation qui l'applique. Donc ça marche pour la sécurité notamment, on essaye maintenant de déployer nos règles firewall, nos permissions et aussi nos secrets. Donc les mots de passe de tous nos service accounts, on les déploie de cette manière. On dit où est-ce qu'ils doivent être. Et donc du coup on couvre tout via du GitOps. On peut tout couvrir via du GitOps. Alors très bien Fabrice, écoute, le modèle que tu m'as décrit il est pas mal. Au final, on a parlé de Git, je suppose que tout le monde connaissait à peu près. Hein. On a décrit un petit peu les contraintes opérationnelles, ce qu'on voulait faire, en disant que les opérations c'est important Fabrice. Et du coup, j'ai envie de résumer, mais pour résumer, tu me connais, je suis un peu parano, j'aimerais t'embêter un petit peu. Ton modèle, il roule bien, mais j'aimerais bien te poser des questions opérationnelles pour savoir si tu... Allez, vas-y, tente. Alors, c'est parti, je vais commencer avec une question sur la traçabilité. Tu sais, dans un modèle opérationnel, les changements ils viennent un petit peu de partout. Moi, j'ai des 200-300 développeurs qui vont introduire des changements. Ça va me casser la prod avec une probabilité de 1%. Donc au final, j'ai 200 développeurs, ça me fait des journées incroyables. Dans le modèle, il est très important que je puisse comprendre d'où viennent les changements, qui l'a appliqué, quand et qu'est-ce que ça a touché. Ça s'appelle la traçabilité. Est-ce que ton modèle répond à ce critère? Alors, oui, carrément, Git c'est fait pour ça. Donc c'est assez simple. Tu vas adorer utiliser GitBlame pour savoir qui c'est qui a cassé un truc en prod. Ça va être cool. On va passer des bons moments. Tu vas adorer le Gitdiff pour savoir qu'est-ce qui a été changé. Donc ça va être couvert aussi. Et grâce à la liste de commits, tu vas pouvoir retracer tout ce qui a constitué notre prod aujourd'hui. Donc ça, c'est les mêmes besoins qu'en dev, couverts par Git. Zéro problème. Ça a l'air incroyable.
es en train de me dire que Git, c'est un peu le Tinder entre opération et développeur, c'est ça? Un peu. On va se rencontrer, Ouais. ça va être bien, ça va être bien. Alors, je vais te poser ma deuxième question piège. Tu sais, quand on est dans un système de production, des fois, des choses se passent mal. Donc, c'est pas forcément toujours la faute des devs, ça arrive. Des fois, le serveur crash. Des fois, c'est quelqu'un qui vient, j'appelle ça jardiner, hein. Il vient changer, mais il n'a pas le droit, il ne respecte pas les process. Et j'ai des choses qui dévient en fait de ce que ce doit être. Dans ton modèle, qu'est-ce qui va m'aider à ce niveau-là? Alors ce coup-ci, c'est pas Git. Ce coup-ci, ça va être Argo. On l'a dit, Argo, ce qu'il fait, c'est qu'il se repose sur le modèle déclaratif et il compare à tout moment le plan, l'ADN et la moto telle qu'elle est actuellement. Si par malheur, la moto elle a un petit problème, elle est plus trop en forme, et Argo il va comparer le plan et la moto, et il va bien s'apercevoir que ça ne correspond plus tout à fait à ce qu'on voulait avoir. Donc là, il va le détecter, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va immédiatement chercher à tout réparer. À tout moment, c'est ce qu'il va chercher à faire, des fois un peu frénétiquement. C'est ce qu'on appelle le self-healing. Donc ça devrait être assez chouette pour toi quand il y a une VM qui tombe au milieu de la nuit. Argo il va détecter que notre appli ne marche plus, il va essayer de la déployer ailleurs. Tu essaies de te débarrasser de moi, c'est ça? Si possible. Ou que tu dormes. Un petit peu. Alors je dormirai mieux, je pense. Je vais quand même te poser ma dernière question, tu ne m'auras pas comme ça. On va quitter la résilience et on va parler de recovery ou recouvrabilité en français. Alors qu'est-ce que c'est? On va imaginer que, et ça arrive très souvent, j'ai plusieurs développeurs qui travaillent dans un système distribué et qui vont me loader des microservices qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres au même moment, quoi. Et ça va me provoquer un désastre en production. Parce qu'en fait, il va me committer un nouveau contrat qui en fait ne marche pas. Comment est-ce que moi je vais pouvoir faire pour revenir dans un état stable sans passer la nuit à tout réparer? Alors, cette fois-ci, c'est encore une fois Git qui est la solution. C'est encore une fonctionnalité directement intégrée à Git. Si on a voulu faire une moto verte alors qu'on préférait la version d'avant finalement, la verte c'est pas du goût de tout le monde, on revient à la version noire de juste avant, ça c'est Git Revert. Git Revert, ça va automatiquement te revenir à la version d'avant. Donc ça, niveau opération, ça correspond à ce que tu as envie, je pense. J'ai l'impression que tu vas me faire coder un peu, peut-être on verra après. Ouais. Je te ferai un gros bouton bien simple pour que tu puisses faire ça pour moi. Okay. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu. Allez, vas-y. Donc, ma foi, je t'ai posé mes 3 questions. Au final, ça fait à peu près 22 minutes qu'on parle. Ouais, un peu trop. Tout le monde dort. Mais au final, tu as présenté un truc super simple. Je pense. Tout le monde connaît, on va pouvoir collaborer, c'est très bien, c'est simple. C'est auditable, c'est-à-dire que via Git, effectivement, je vais pouvoir tracer tous les événements de mise en production. Facile. Je vais pouvoir avoir proprement la résilience. Donc, oui. Tu m'as montré le système de self-healing et franchement, je serais curieux de voir ce que ça donne en pratique. Allez, on verra. Et enfin, effectivement, les revert, les fallbacks pour revenir à un état stable. Écoute, Fabrice, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi j'ai eu une seule envie maintenant, c'est de voir une démo. Ouais, il est peut-être temps de passer à la démo. Ouais. Allez, c'est parti. T'as le téléphone? Je suis désolé, d'habitude on fait pas ça sur scène. Ouais. Bonjour. Orlando. C'est le on-call. Ouais, je vais parler dans le micro, c'est mieux. Orlando. Ouais, les data centers sont sous l'eau, il y a un ouragan. Fabrice, tu te rappelles Orlando, le data center? Ouais, c'est là où on a la prod. Exactement. En fait, il y a eu un ouragan et les serveurs, en fait, ils les ont débranchés parce que problème électrique, ils fonctionnent plus. Ça marche plus? Non, ça marche plus. Ok. On est vachement emmerdé. Du coup, on est désolé pour la démo. Hein. Ouais, puis on a des scellés un peu tendus, non? Un super truc, je sais que tu avais préparé longtemps, Fabrice. Ouais, c'est pas grave. La démo, la prod d'abord, hein. Bah, de toute façon, s'il y en a qui partent en avion, ils vont pas pouvoir y aller. Ouais, donc ils ont le temps. Tu peux me rappeler les scellés, Fabrice? Je crois que c'est 20 minutes, non? C'est 20 minutes. Ouais, c'est un peu tendu, ouais. C'est 20 minutes dans la salle, les scellés pour l'aviation. Vous avez 20 minutes? Ah, c'est super important. Hein. En fait, quand les applications de check-in ne marchent pas, en fait, les gens ils peuvent juste plus prendre l'avion. Donc certains d'entre vous qui arrivent en retard, faites le check-in un petit peu avant. Comme ça, vous évitez de faire la queue, parce que quand il y a plus d'une demi-heure de queue qui se fait au niveau des onboardment baggage, ils sont capables de vous délivrer un billet pour embarquer. Quand ça marche plus, les gens ils loupent l'avion. Puis il y a une queue. Et puis tous les aéroports de France, d'Europe, c'est fini. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, Fabrice. Ah ouais, il faut qu'on se dépêche du coup. Donc t'as 20 minutes. Alors attends, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de profiter du modèle GitOps et du fait que je crois qu'on nous a livré les nouveaux clusters en zone Europe dernièrement, là, la semaine dernière, je crois. Ouais. Et on a juste eu le temps de vaguement préparer, on a juste les namespaces, rien de plus. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de migrer, d'utiliser le modèle déclaratif pour migrer ça à l'arrache.
D'accord, donc c'est le cluster qu'on nous a délivré la semaine dernière là? Ouais. Je peux te montrer ça si tu veux. Bah écoute, de toute façon personne ne peut partir. Ouais, alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la démo. Alors, Je vais me préparer aussi un petit peu. donc là, voilà. Alors déjà, on va vérifier. Donc là, il y a la prod à droite. Bon, bah la prod, voilà, ça marche pas bien. Et à gauche, il y a le... Bon, c'est une vue command line, James, hein, tu me pardonnes. Je te montrerai une UI après. Donc il y a la vue command line du nouveau cluster. On voit que je suis connecté dessus, ça c'est bon, il est là. Je suis même dans le bon namespace, mais bon, il n'y a rien. Donc, attends, je vais te faire plaisir, James, pour pas que tu sois trop perdu. Voilà, ça c'est la vue UI. Donc ça c'est l'OpenShift console. Produit Red Hat, mais il n'y a rien. Donc bon, allez. Pour ça, on va se reposer sur donc, le modèle déclaratif. Merci petit Mando en haut qui est apparu pendant la nuit pour la live démo, c'est cool. Le modèle déclaratif, on a dans ce repo-là toute notre ADN. Donc il y a la définition de l'intégralité de notre prod. Alors l'intégralité de notre prod, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Nous, je vous ai dit, on héberge des front-end. Donc on héberge l'exemple, c'est une quarantaine d'applications. Donc il y a une quarantaine de sites web de compagnies aériennes. Donc là, c'est la définition de toutes ces applications-là, avec où est-ce qu'il faut récupérer l'appli, etc., et la hoster. Donc ça, c'est la liste de nos applications, et on a la liste des namespaces aussi. Alors le namespace, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Cube, je suis sûr que vous avez fait des talks qui vont bien pour apprendre, mais au cas où, un namespace, c'est un petit peu ce qui est un dossier pour votre laptop. C'est un contenant dans lequel vous allez mettre vos applications. Donc là, dans notre cas, nous, on a le namespace dans lequel on a notre prod, et donc il y a la définition. Donc là, on a le YAML de la définition du namespace en question, et avec toutes les métadatas qui servent d'un point de vue opérationnel, et les role binding qui permettent de définir qui a le droit de faire quoi. Donc là, j'ai mon ADN, j'ai l'intégralité de ma prod. Sauf que aujourd'hui, cet ADN, il dit que... pardon, je suis revenu un cran trop loin, c'est ici. Il dit qu'on déploie sur un seul cluster, le cluster qui est en Floride, sous l'eau. Donc celui-là, il va pas bien marcher. Vas-y, zoom un peu, parce que je suis... Ouais, pardon, fallait crier. Donc, je vous ai dit, on package tout en Helm chart. Donc là, c'est la référence du Helm chart qu'on doit charger. Ici, les settings que je vous ai montré tout à l'heure avec la liste de tous nos clients de prod, ils sont ici. Et là, dans quel cluster on doit déployer ces Helm charts. Donc là, vous voyez, c'est du templating Helm, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un système de template. Donc là, il y a la définition des clusters, ou des clusters, dans lesquels on doit déployer. Et donc, c'est la fameuse variable que je vous ai montrée au début, qui est ici. Donc en fait, étant donné qu'on a l'ADN et que la vraie description du changement qu'on veut faire, c'est on ne veut pas déployer dans ce cluster, on veut déployer en zone Europe, et ben c'est tout ce qu'on va changer. Et donc là, je vais le faire immédiatement, parce que les SLA, quoi. Donc, celui-là, il ne marche plus. Donc on va mettre dans la zone Europe, et puis, sans faire de typo, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans deux clusters. On ne va pas faire la même erreur deux fois. Quand on a un problème sur un cluster, je ne sais pas, un cluster qui prend feu ou je ne sais pas quoi, on va éviter d'être bloqué. Donc on va mettre dans deux. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là. C'est les deux nouveaux clusters qu'on nous a livrés. Et puis je vais faire une pull request. Donc Toujours modeste, Fabrice. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est important. Je vais te mettre quand même comme reviewer, parce que j'ai pas le choix. C'est fait. Je crée la pull request. Et c'est parti. Donc au final, ce que tu as fait là, c'est que tu as changé un petit peu d'ADN. Est-ce qu'on peut revoir ensemble? Voilà, c'est tout. Donc effectivement, on part de Orlando, qui est toujours sous l'eau. Et on va North Europe, et en plus, tu as dupliqué en deux, histoire qu'on soit actif-actif. Ouais, histoire d'être un peu plus tranquille pour la prochaine fois. Deux fois plus safe. Écoute, elle me va tout à fait cette pull request. Mais qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Je vois un build, je vois du Jenkins. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer? Eh ben, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Après, on a dit qu'on utilisait Jenkins pour tout vérifier. Donc là, normalement, c'est ce qui est en train de se passer. Pardon, c'est pas ici, c'est là. On a une pull request qui est en train il y a un build qui va tout vérifier dans notre pull request. Donc on a dit qu'on va vérifier tous les fichiers. Donc là, la première étape, c'était de récupérer
l'ADN, histoire de le scruter un petit peu, à vérifier qu'il n'y a pas de maladie dedans. On va faire donc là toutes les vérifications d'usage, toutes les vérifications, tous les problèmes classiques que vous avez. Chaque fois que vous avez un problème où vous dites « Ah mince, ça aurait pas dû péter avant de partir en prod », vous codez le check ici et vous pourrez tout vérifier. Ouais, c'est un peu ta checklist. Ouais. Tous les trucs que tu aurais aimé dire, vous n'auriez pas pu vérifier avant. Ensuite, on va calculer l'impact, donc savoir exactement qui est-ce qu'on va toucher, à quel endroit, et donc pouvoir vérifier le freeze. Donc là, on remonte cette information-là. Bon, là, c'est une pull request. On fait pas le changement à la fin de la dernière étape. Mais par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a une pull request voilà, qui est marquée comme verte, ici, à droite. Donc elle est prête pour le merge. James, c'est toi le reviewer, si tu veux bien bosser un peu. Alors, je vais essayer, Fabrice. Donc je me log à mon ordinateur. Donc je vais rafraîchir quand même, parce que c'est une démo live quand même. C'est une vraie pull request. Alors écoute, j'ai vu arriver ta pull request. Donc moi ce que je vois, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même une pull request très simple. Ouais, c'est accessible. Ouais, tu t'es pas foulé non plus, non. Fabrice, hein. 2 lignes. Bon. Écoute, moi ça a l'air tout bon, surtout que j'ai vu tous les checks qui sont passés, et donc je vais faire le truc le plus important, c'est ça Fabrice? Oui, l'histoire retiendra que c'est toi qui as cliqué merge. Ouais. Exactement, je vais cliquer sur un bouton. Hop, on finit la proval. Ok. Parfait. Alors j'attends 2 minutes. Bon, parfait. Alors, tiens, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau build qui démarre. Fabrice, tu peux me c'est bien ça. Donc là, normalement, notre branche de destination, il y a un nouveau build qui démarre. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. On va refaire exactement les mêmes vérifications. Pourquoi refaire les mêmes trucs? Parce que on ne connaît pas forcément le résultat du merge, on n'était peut-être pas à jour. Et il y a des choses qui ont peut-être changé. Je vous parlais tout à l'heure du freeze. Peut-être qu'entre-temps, bon là il s'est passé 1 minute, donc pas là, mais peut-être que la pull request a été préparée un peu en avance. Donc dans ce cas-là, peut-être que le freeze n'était pas à jour, donc on revérifie tout. On vérifie tout avec la même méthode, on recheck l'impact et on recheck si opérationnellement tout est bon pour être appliqué. Donc là, c'est ce qui est en train d'être vérifié. On appelle des systèmes externes. Jenkins, il s'intègre avec tout ce qu'on a en interne. Donc on va croiser les doigts pour que, malgré le fait qu'ils ont été migrés pendant cette nuit, ils marchent toujours. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. On déclenche et ce qui va se passer derrière, roulement de tambour, c'est qu'on va déclencher Argo. Donc c'est Argo CD qui va ensuite récupérer notre changement. Une fois que tout est vérifié, ça va passer la main à Argo. C'est un peu plus lent que d'habitude, mais ça va le faire. Allez, il te reste 10 minutes sur les CLF, Fabrice. Allez. Donc là c'est bon, normalement c'est en train de passer la main à Argo, parfait. Donc je vais vous montrer un peu Argo CD brièvement, donc la prod est toujours down, hein. Ouais, Argo déclenche très très vite. Donc en fait, je vais quand même vous montrer Argo, donc ça allait plus vite que ce qu'on prévoyait. Donc là c'est Argo CD. Donc là, on a le système qui est en train de regarder notre source de vérité. Donc, être en train de regarder Git et aligner le modèle, l'ADN. Bon, il l'a regardé super vite, mais là, il est en train d'appliquer sur nos 40 clients. Et en fait, si on prend la liste complète, c'est pas 40 applications qu'il est en train de gérer, c'est 120. Parce qu'il y a les 40 qui étaient à Orlando, qu'il est en train d'arrêter, et les 80 qu'il est en train de démarrer, 40 sur un cluster, 40 sur un autre. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez que ça dépote, c'est déjà tout fini, on a tout démarré. Les pods, c'est du Quarkus, coucou Red Hat, et c'est pour ça que ça démarre super vite. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est le contenu de notre LM chart. Donc, on a un déploiement, au niveau Kubernetes, on a un déploiement, un service, un pod qui vérifie que tout fonctionne, un hook, c'est un hook. On a l'ingress, histoire d'exposer l'application. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Je vais juste vous montrer que normalement, il doit avoir fini de charger toutes mes applications. C'était le pie chart que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça y est, il a tout chargé. Donc si je revérifie, alors c'était déjà le cas tout à l'heure, mais voilà, on a notre appli de prod. Ça y est, on est sauvé. On vient de migrer d'un cluster à un autre. Bon, j'en veux un peu à Red Hat d'avoir ruiné notre effet démo. Ouais, c'est ça. Ça s'est chargé un peu vite, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, c'est très bien. C'est très bien. Écoute, on dira que j'ai réparé la prod. Hein. Voilà. Tous témoins. C'est fait. Mais bon, j'ai quand même un petit reproche à te faire. Tu sais, North Europe, c'est pas pour rien qu'on avait été déployé à Orlando, c'est un peu cher. Voilà, mais demain, après-demain, la semaine prochaine, l'ouragan il va partir. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir revenir à mon état initial, Fabrice? Alors ça, c'est quelque chose qui va se passer ici. Et puis, tu sais, on parlait tout à l'heure pour le fallback. Donc ça, ce que tu veux, c'est un fallback, hein, en clair. Hein. Tu veux le changement qu'on vient d'effectuer. Alors là, je vais vous montrer dans Git. Le changement qu'on vient d'effectuer, c'est un commit, hein, c'est du Git. Donc c'est C827. Allez, C827, il est là.
Donc là, on a envoyé l'information, Jenkins, il a envoyé l'information à un autre système que vous voyez là. Et donc, il a bien l'information. Et là, cool, il y a un gros bouton fallback rouge pour toi. Ah, c'est ce que tu m'avais promis tout à l'heure. Donc, tu vas pouvoir revenir et faire un revert de ce commit. Donc, tu devrais être bon pour repasser d'Europe du Nord à Orlando quand ça sera sec. Impeccable. Ah, vous savez, on plaisante un peu avec le bouton rouge, mais à minuit, hein, quand on est appelé, il faut vraiment des procédures opérationnelles super simples. Quand vous faites votre modèle et votre factory, pensez-y. Alors, il y a un autre truc plutôt cool que je voulais te montrer. Je vais te le montrer là sur notre client qu'on aime bien, là, qu'on marquait, qu'on montrait. Donc, là, tu as les applications à gauche, c'est les déploiements Kubernetes, c'est la liste des déploiements. Et tu vois, si je vais dedans, hop, là, on a la liste des pods. Et ce que je voulais te montrer, c'est que si on tue les pods, voilà, ben tu vois, ça... Qu'est-ce que tu as fait là? J'ai peut-être cassé la prod, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'était peut-être pas malin. Non, peut-être pour ça. Ouais, je te confirme. Mais ça va redémarrer là? Ouais, normalement, ça redémarre vite, ouais. C'est ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on va attendre un peu, ça. Encore... c'était un peu rouge trop longtemps. Ouais, c'est bon. On va peut-être. Bon. On va être... Mais c'est revenu. C'est le self-healing dont je parlais tout à l'heure. C'est cool, non? Alors, c'est cool, mais Fabrice, il me prend un peu pour une bille. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi j'ai un peu triché? Ouais, voilà. Ah, c'était Cube, ça. Bon, ça, c'était Cube. Ok, c'était pas Argo, c'était pas Argo. C'était pas Argo. On a dit qu'on avait un contrat qui était vérifié au niveau GitOps, mais là, il n'y a pas de relation entre Kubernetes et GitOps. Hein. Il n'y en a pas du tout. Alors. On ne va pas aller regarder dans le repo Git. Hein. On est bien d'accord? Attends, je cliquais au mauvais endroit. Fabrice, tu peux me refaire la démo? Ouais, on va faire une vraie démo où c'est pas Cube qui nous sauve les fesses. C'est. Voilà, là, je vais deleter celui-là. Donc là, je vais deleter un deployment entier. Ah, tu recasses la prod, comme ça? Ouais, j'apprends pas beaucoup de mes erreurs. On refera un post-mortem. Ouais. Donc là, cette fois, j'ai cassé la prod encore une fois, mais c'est pas Cube qui me sauve cette fois-ci. Je vous laisserai le numéro personnel de Fabrice. C'est Argo. Pour ceux qui prennent l'avion, voilà. Donc, bon, là, voilà. Donc, vous voyez, il a repéré quelque chose, donc il compare le modèle, la réalité, il voit qu'il y a quelque chose qui colle plus, et il essaye de le réaligner. Donc là, c'est bleu parce que c'est en cours. Donc là, on voit que c'est en cours. Il y a déjà un pod qui a démarré, techniquement, notre service, il est de retour. Okay, voilà. Incroyable. On a sauvé la prod. 3 fois. Donc sur un vrai modèle GitOps, alors ça a l'air de rien, on le voit pas trop, hein, mais la source ici, elle était vraiment dans Git. C'était vraiment le contrat sur lequel on a établi un accord tous les deux. Excusez-moi. C'était pour voir si vous dormiez. Allô? C'est réparé. Ah, merci. Alors James, maintenant qu'on a fini la démo et qu'il nous reste pas forcément beaucoup de temps, est-ce que tu peux essayer de nous résumer ce qui s'est passé? D'accord. Voir si tu as compris un peu. J'essaie de te stresser avec mes questions et tu te venges en fin de démo. Ah, okay. Alors, on a eu un problème à Orlando. Donc tout un cluster était down. On avait un énorme avantage, c'était que l'ADN était entièrement décrite. Donc au final, Fabrice a proposé une solution toute simple. On avait un cluster qui était prêt, on a juste changé un petit brin d'ADN, qui était la localisation, vous l'avez vu, et l'application a magiquement été redéployée. Donc tu as fait une pull request dans le système. Cette pull request a effectué un certain nombre de checks opérationnels, c'est ce qu'on a vu dans le flow. Voilà. Ah, c'est ça. Une fois que j'ai eu ma boule verte, moi, au niveau opérationnel, j'avais un goût, à savoir, pas besoin de faire de meeting. L'automatisation me prouve que c'est bon. J'ai fait l'action la plus importante. Donc j'ai cliqué sur le bouton merge et j'ai approuvé. Voilà. Ouais. Et là, on a passé la main à un outil un peu magique, donc Argo CD, qui est venu interagir avec ma stack Kubernetes OpenShift pour déployer toutes mes applications. Et magiquement, la prod était réparée. Est-ce que j'ai tout bon, Fabrice? Ouais, c'est assez surprenant, j'ai dû bien expliquer. Il semblerait que tu aies compris. D'accord, donc au final, 120 déploiements en quelques secondes. Ouais, passage d'un cluster à un autre. Merci encore, Red Hat. Un peu moins rapide la prochaine fois, c'est plus facile pour les démos. Hein. Vous rajoutez un slip. Voilà. Bon, eh ben écoute, passons à la conclusion. Il nous reste un petit peu de temps, comme ça on aura du temps pour les questions. Alors, petit step back, tâchons de regarder un petit peu ce qui nous plaît dans GitOps, ce qui nous a plu dans GitOps. Alors, premier point, disclaimer super important, c'était une blague, on n'a pas cassé la prod. On ne se permettrait jamais de faire un truc comme ça avec nos clients. On s'est demandé si on pouvait le faire en live démo, on l'a quand même fait, la blague. Donc c'était juste une illustration, mais ça nous est vraiment arrivé en test, par contre. Ça nous est vraiment arrivé d'avoir tout cassé pour une raison bête. On ne dira pas la photo. Ouais. Vous avez déjà fait le post-mortem direct. Un peu trop rapide, ouais.
Donc bon, c'est arrivé lors de notre migration vers le cloud d'avoir cassé quelque chose, et c'est là où en fait on s'est aperçu que le modèle déclaratif et GitOps c'était assez magique. Ça nous a permis de tout remonter hyper vite. Et donc là, on a commencé à voir l'intérêt de la chose. Là où ça, c'est évident que c'est super cool, c'est donc pour se remettre d'un désastre, comme ce qu'on a décrit, quelque chose comme un data center qui vraiment n'est plus accessible, c'est sûr. Mais imaginez bien que ça sera aussi hyper utile quand vous voulez migrer d'un data center à un autre, quand vous avez besoin de migrer un nouveau cluster. Dans le public cloud, c'est quand même quelque chose qui arrive assez souvent, quand on vous demande de migrer de région, etc. Ben, le modèle déclaratif va vous permettre de faire ça à moindre coût. Et moindre coût, c'est important parce qu'on a des applications qu'on appelle Mission Critical chez Amadeus. Donc, James les décrivait tout à l'heure, si par exemple le boarding à l'aéroport, on ne peut pas se permettre d'avoir un downtime trop long. Et ben, pour ce genre d'application, on a systématiquement un deuxième cluster à côté, prêt avec la nouvelle version, pour pouvoir passer dessus. Il y a sans doute certains d'entre vous qui ont exactement la même chose. Ça a un coût, c'est super élevé. Chaque fois que James doit faire un déploiement en prod, il faut qu'il le fasse 2 fois. Il faut qu'il le fasse dans le système actif et dans le système passif. Donc ça permettra de grandement réduire les coûts pour ces besoins. L'autre point qui nous paraissait vachement important à citer, c'est mettez tout dans GitOps. Mettez pas juste une partie, mettez tout l'ADN. Parce que si vous avez juste, je sais pas, la définition de la liste des applications, mais pas le namespace, votre réactivité n'aura rien à voir. Vous serez encore sur la réactivité typique de si vous faisiez manuellement. Donc vous déclencherez par exemple la création des namespaces à la main qui prendra un certain temps avec une grande latence, et ensuite uniquement vous auriez les applications qui se déploient vite. C'est pas tout le bénéfice. Le bénéfice il est quand il y a tout dans Git. Donc allez-y complètement. L'autre point qu'on voulait citer, c'était l'adoption. C'est un point qui nous a drôlement surpris dans cette migration, qui est toujours en cours, c'est pas terminé. Mais dans cette migration, c'est la première fois de ma vie que je fais une migration technique et où en fait c'est les utilisateurs qui me disent « Ah, plus vite, il faut aller plus vite dans cette migration ». D'habitude c'est toujours du pushback, c'est toujours « Non, non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire ». Là c'était « Oui, on voit la valeur, on ressent la valeur, donc allons-y vite ». Les développeurs pour pouvoir faire leur pull request, pour décrire aux ops ce qu'il faut faire plutôt que de faire un meeting et leur expliquer, faire des allers-retours, etc. Et les ops pour avoir un contrat clair. Donc ça, c'est vraiment chouette. L'autre avantage pour les ops, c'est le self-healing dont on a fait la démo. Ça paraît rien, mais quand vous aurez pas besoin de vous lever en plein milieu de la nuit, parce que Argo a tout fixé automatiquement, certes pas de manière immédiate, mais a quand même évité que votre alerte se lève et vous réveille la nuit, vous serez bien content et vous mettrez à aimer le système. L'autre point qui est cool, c'est qu'on sait à tout moment que tout est aligné. Il n'y a pas d'opération manuelle, tout est réécrit par le self-healing, par le modèle déclaratif. Donc ça c'est assez chouette et c'est cool pour la sécurité. Je confirme. Tu voulais parler un peu de sécurité, James? Alors justement, je vais faire un tout petit point sécurité. Donc dans le modèle qu'on a fabriqué aujourd'hui, on a bâti une usine en fait qui marche très très bien dans le modèle GitOps, mais il y a quelque chose sur lequel je vous demande une attention particulière. En créant cette usine, vous allez faire quelque chose, ça va être de donner à ces outils la mainmise sur votre production. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il va falloir que vous agissiez au niveau de ces pipelines de la même manière que vous agissez aujourd'hui avec votre software de production. Donc, au niveau de vos patchs de sécurité, au niveau des accès que vous allez donner aux humains ou aux services account, il va falloir avoir une approche très régulière. Et surtout, pas oublier que ça va représenter une nouvelle surface d'attaque pour vous. Donc c'est quelque chose qui est un vrai challenge. Et d'ailleurs, il y a 2 principaux challenges, on l'a dit. Donc Fabrice l'a rappelé, c'est de ne pas oublier quoi que ce soit dans les brins d'ADN pour bénéficier de l'ensemble. Et le deuxième challenge au niveau sécurité, faire quand même attention, vous fabriquez quelque chose de nouveau. Mais avec ce challenge vient aussi des grosses opportunités. Fabrice l'a énoncé un tout petit peu tout à l'heure. On a dit qu'on automatisait aussi certaines tâches liées à la sécurité. C'est le cas. Notamment, nous, on va utiliser le modèle GitOps pour déployer les secrets. Alors, bien évidemment, on ne met pas les secrets à l'intérieur de Git. Vous n'allez pas voir les clés dans Git. Ils vont être traités dans des vaults, dans des cyberarks, il va y avoir des interactions. Mais néanmoins, automatiser la création et le déploiement de vos secrets va vous permettre de faire des requis, donc des changements de password, de manière beaucoup plus fréquente et régulière qu'aujourd'hui. Donc peut-être que, par exemple, vous avez des comptes que vous renewez, excusez-moi pour l'anglicisme, tous les 6 mois, tous les 3 mois, peut-être même tous les ans. J'espère pas plus.
Grâce à ce modèle, vous allez pouvoir partir dans un monde où, effectivement, juste en cliquant sur un bouton, ou peut-être régulièrement, toutes les semaines, 2 semaines, plusieurs fois par mois, vous allez pouvoir faire un renewal de vos access tokens, typiquement, et ainsi vous assurer que, quoi qu'il arrive, votre production, elle est protégée de manière saine. Voilà. Alors, dans cette démo avec Fabrice, bon, là, on se chamaille un petit peu, et je vous ai rappelé au début, Amadeus, c'est un mammouth, on était là en 1987, donc on a mis un modèle développeur-opérateur. Il va de soi que dans un modèle, on est plus du type SRE, donc en fait on travaille ensemble, hein, Fabrice dans la même équipe. On a joué ce rôle pour vous montrer un petit peu la différence, en fait, les concerns entre développeurs et les concerns opératifs. C'est pour ça qu'on a présenté ça de cette manière-là. Néanmoins, et on veut vous le montrer aujourd'hui, c'est aussi quelque chose dans lequel on a confiance. Alors, à double titre, premièrement, on vous a fait une vraie démo. Donc Fabrice a dit c'est pas la prod. On a reconstruit un système de prod. Hein. C'est-à-dire que les applications que vous voyez là, c'est pas des fakes. Hein, c'est les mêmes systèmes qu'on utilise réellement en prod. C'est ça. Serrer les fesses. Voilà, on a pris le risque de vous faire la démo alors qu'on était en pleine migration technique. Je sais pas si vous avez vu la petite bannière à un moment donné, migration. Vous l'avez pas vu. Voilà, qui a lieu aujourd'hui chez nous. Et malgré ça, en fait, effectivement, on croit tellement dans ce modèle aujourd'hui qu'en fait, on vous le présente avec le risque que représente la démo. Et ce en quoi on croit, c'est que ça permette la discussion entre les devs et les ops. Et c'est peut-être la partie la plus importante. C'est que certes, ça fait une interface, on l'a dit, Git devient en quelque sorte l'interface entre le dev et l'ops, mais par contre, ça génère des discussions. Auparavant, on avait plutôt des cas où on voyait les gens qui cherchaient à éviter de se discuter. Là, ça les force en fait à avoir ces discussions. Donc ça permet vraiment de glisser petit à petit vers un modèle DevOps où le Dev et l'Ops travaillent réellement ensemble, main dans la main. Dernier petit point, ouverture vers ce qu'il nous reste à faire. Donc je l'ai dit, la migration est en cours, elle n'est pas terminée, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va généraliser cet usage de GitOps pour le maximum de trucs. On fait déjà pas mal, mais il y en a encore d'autres sur lesquels on peut faire comme ça. Donc je parlais du réseau. On veut vraiment généraliser l'usage de GitOps pour le réseau le plus possible. Les permissions, on a commencé, mais il y a encore à faire, et les secrets en particulier, et peut-être ouverture vers la configuration. Aujourd'hui, on a une configuration où on est encore en mode je change telle configuration, je veux mettre telle valeur. Peut-être avoir un ADN de notre configuration dans Git, ça serait quelque chose de cool. Et le dernier point, c'est utiliser l'écosystème qu'on a mis en place. Donc, notamment, on n'avait pas de fonctionnalités, enfin des fonctionnalités limitées en tout cas, pour tout ce qui est canary load, le load progressif. Là, on a Argo, il y a Argo Rollout qui va nous permettre de faire du load progressif de tous nos Helm charts de manière généralisée et toujours avec la même manière. Donc ça sera assez chouette pour le futur. Et voilà, normalement, on a gardé suffisamment de temps, soit pour les questions, soit pour la SOCA. Non, peu de temps pour les questions, mais bon, un petit peu. Je vais me déplacer moi parce que j'ai un micro. Et si jamais c'est moi qui dois répondre, je reprendrai le micro. C'est parti. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question, c'est au niveau des changements. Admettons, on est en topologie microservice. J'ai un service qui fait une montée de version, je passe de la V1 à V2. Le déploiement se fait via GitOps, le déploiement se passe bien. Mais j'ai un problème au niveau du business. Du coup, comment on est capable de corréler ce changement qui a été fait à des incidents de business? Donc, comment la supervision business peut se coupler avec cette méthodologie GitOps? Super. Je réponds moi ou tu réponds? Ouais, vas-y, parce que c'est. Alors, on va dire que c'est une question opérationnelle. Génial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va aussi gérer de l'alerting. Donc, en fait, on a effectivement des introspections. Donc, on travaille beaucoup avec Prometheus. Donc, quand on a des problèmes opérationnels, on a des alarmes qui sont levées. Chez Amadeus, on utilise ServiceNow. C'est là où j'avais posé une question sur la traçabilité. C'est très important d'avoir le moment exact en fait, où se situent tous les changements et dans quel ordre ils ont été processés, justement pour arriver à faire cette corrélation. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment le cœur opérationnel et c'est la réaction. Donc nous on a. C'est vrai que j'ai pas menti sur l'essai, c'est 20 minutes. 20 minutes c'est très très court parce qu'il faut décrocher le téléphone, il faut répondre, il faut se réveiller. Et ça fait déjà 19 minutes, il reste 1 minute pour faire le. Cliquez sur le gros bouton rouge. C'est ça, d'où le bouton rouge. Et donc on a des outils qui nous permettent en fait de corréler le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai mis à l'écran, je pense. Est-ce que c'était ça C'était un peu lié, ouais. Ouais, donc
Ouais, ça c'en est juste un, mais on a d'autres outils qui nous permettent la même chose. Là, je montre celui qu'on avait choisi de montrer. Donc, tu as toutes les heures. Donc, normalement, si tu sais qu'à tel moment, tu as ton service qui est plus bien rendu, tu te mets à avoir des erreurs ou quelque chose comme ça, bah, normalement, tu vas là, tu trouves lequel. Donc, je sais pas, si par exemple, là, voilà, il y en a un, on voit que c'est à partir à 9h39 qu'on a eu le problème. Bon, bah, c'est peut-être le lot de 9h38 et en fait, on va pouvoir fallback. Donc là, normalement, tu vas reverse juste le changement qui t'a posé problème. Et au niveau de l'open source, est-ce que des produits comme Robusta ont pu être étudiés, par exemple? Alors, pas de mon côté. Voilà. Alors, pas Robusta en particulier, ça pourrait être intéressant qu'on se penche dessus. Donc, on peut traiter ça offline, je peux venir te voir pour poser des questions. Voilà. Mais voilà, il y a une deuxième chose qui était un petit peu cachée, c'est on a parlé des change impact pendant le build. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Fabrice. C'était le grand slide où tout le monde s'est endormi là, avec tous les checks. Il y avait un bullet particulier, c'était la détermination de l'impact. Donc, quand on va introduire un changement, on va aussi déterminer automatiquement quel composant a été affecté, ce qui nous permet, dans l'algorithme de corrélation, d'y arriver. Parce que sinon, dans un système distribué, c'est impossible. Donc c'est cet ensemble de choses. Alors c'est très difficile à démontrer en une heure, hein. C'est des process assez complexes, mais c'est des process qui en fait sont enabled par le modèle GitOps, alors qu'avant c'était tellement difficile. Voilà. Et l'autre aspect de la réponse, peut-être qui peut être une réponse, c'est, j'ai parlé d'Argo Rollout. Tu vas avoir une question. Argo Rollout peut s'intégrer par exemple avec du Prometheus. Donc pendant le déploiement du Unchart, il va pouvoir faire du pôle au niveau de Prometheus pour dire est-ce que toutes mes métriques sont bonnes. Donc ça veut dire qu'a priori, si tu as une métrique qui montre que fonctionnellement ton application ne fonctionne plus bien, normalement tu vas pouvoir le détecter et à ce moment-là, tu as carrément Argo Rollout qui peut te revenir en arrière. Du coup, je vais passer la main à la deuxième question. Ouais. Vous pouvez me faire courir, je n'ai pas fait le step, moi. Oui, ma question, c'était pareil, c'était sur les questions de revert. Parce que j'ai déjà eu le problème en GitOps, je ne sais pas si vous avez déjà eu le problème. C'est que si on veut revert un commit un peu plus ancien, mais dont des commits plus récents dépendent. Ça peut être un problème, en effet. Ouais. Alors, je t'avoue que là-dessus, c'est peut-être un truc où on n'a pas de réponse magique. Hein. Alors, moi, j'ai une réponse opérationnelle. Je vais la donner. Elle marche. Dans 100% des cas, elle n'est pas forcément fabuleuse. Mais on a la traçabilité des changements. Et j'ai dit quelque chose d'important. J'ai prononcé le mot, mais peut-être que c'était l'ordre. En fait, ce qui va être important quand on a un gros défect opérationnel qui arrive et qui impacte vraiment un business client, quoi qu'il arrive, en fait, on doit recover. Les passagers doivent pouvoir prendre l'avion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire opérationnellement? En fait, de temps en temps, quand on ne sait pas quelle est la root cause, hein, ou quand il y a eu plein de commits sur une même application, en fait, on va reverter. Donc, vous l'avez vu de manière assez rapide, jusqu'à en fait obtenir revenir suffisamment dans le passé. Quand le commit est vu, en fait, on va reverter dans l'ordre. Alors, c'est vrai, si le commit est vu, on va dire 2 ans ou 3 ans, on pourrait avoir certains problèmes. Donc, il faudrait voir par rapport aux limites présentes dans GitOps eux-mêmes. Il faut faire attention avec la gestion de l'historique, etc. Il y a des opérations qu'il ne va pas falloir faire au niveau de votre propre Git, justement pour ne pas casser cette possibilité. Donc, on va essayer de traiter ça un petit peu globalement. On va appliquer les revert dans l'ordre lorsque c'est nécessaire. Quoi qu'il arrive, c'est la résilience avant tout. Donc, voilà. Et c'est vrai que si tu prends ta liste de commits et que tu les revertes un par un, jusqu'au moment où est apparu le problème, normalement, sans faille, tu vas faire une recovery du problème. Après, ça va être plus rigolo de remettre les choses dans l'ordre. Mais tu vas avoir le temps d'y réfléchir parce que tu as produit recover. Et puis parfois, on a des discussions sympas avec le client aussi pour expliquer pourquoi on a fait ça. Du coup, je sais pas, je viens d'y penser comme ça, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. Vous avez déjà essayé d'utiliser un git bisect pour retrouver justement les commits, parce qu'il y en a beaucoup? Alors, quand on est là, ça va mal. Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Non, c'est que c'était pas des bons souvenirs. Il vaut mieux, et dans ce cas-là, je fais plutôt écho à ce qui a été dit juste avant. Le but, c'est de trouver le problème le plus tôt possible. Tu as des mean time to recover que tu cherches à garder le plus petit possible. Donc si tu en es à faire un bisect pour savoir quand est-ce que tu as introduit le changement, ça veut dire qu'il est là depuis un moment, que tu as fait tellement de changements que tu sais même plus quel est le changement qui a pété. Il va falloir... ma réaction, c'est plutôt de dire il faut chercher à détecter plus tôt ce qui s'est mal passé. J'ai une question dehors. 2 questions, je fais dans l'ordre.
Bonjour, merci pour votre présentation. On a vu là déjà un usage assez avancé d'Argo CD avec le pilotage d'autres clusters. Ma question, elle est, supposons que Argo CD était à Orlando, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut de la même manière avoir 2 Orlando pour se sauver. Donc, actif-actif paraît le plus sûr. Alors, pas Argo, parce que je crois qu'il n'y a pas de, on ne peut pas vraiment le faire tourner les deux en même temps, mais actif-passif dans ce cas-là. Donc, vu que tu peux pas faire tourner, quand tu peux, fais tourner 2 instances en parallèle. Avec Argo, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais dans ce cas-là, actif et passif. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on vient de faire ici. Alors après, tu vas demander qui déploie l'Argo. Donc, soit tu es en manuel, soit. Alors nous, pour la petite histoire, on a un Argo qui déploie nos Argos. Et on a un système de recovery rapide où on peut tout redémarrer rapidement. Donc oui, dans ce cas extrême où ton control plane est mort, tu vas être obligé de tout réinstaller, c'est pas rigolo, je te conseille d'éviter. Mais donc c'est pour ça qu'on les surprotège normalement ces endroits-là, mais bon, ça peut arriver, dans ce cas-là il faut avoir une méthode de recovery et en effet elle va pas être super agréable. Après au niveau criticité, il faut comprendre que quand Argo tombe, en fait c'est juste que vous n'avez plus le self-healing. Mais vos applications elles continuent à tourner. Ouais, c'est l'avantage, c'est que normalement t'es pas en... Avec chaque produit en fait vient un petit modèle opérationnel, donc on a des opérationnel procedures pour savoir comment on réagit. Et ce cas-là est traité avec la redondance et la bonne gestion du critère de gravité. Ouais, quand tu perds ton control plane, t'es pas mort, t'es aveugle. Donc heureusement tu vas pouvoir recouvrer la vue normalement, tu as une procédure pour recouvrer la vue, mais t'es pas mort donc tu as le temps de réagir. Ouais, une question bête, l'appli elle était stateless, il n'y avait pas de base de données à Orlando. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une base de données? Est-ce que vous l'intégrez avec une procédure de failover ou autre chose? C'est toujours plus compliqué avec une base de données. Tu réponds. Ouais, vas-y si tu veux. Alors, en fait, on a aussi, vous l'avez vu, on a fait Orlando 1, Orlando 2, en fait NLD7, NLD8 pour nous. On a un système en fait qui réplique effectivement le cross data center. On va traiter ça au niveau de la persistance. Donc il y a base de données, mais il y a aussi la persistance disque parfois. Donc on va le faire aux 2 niveaux. Donc on a toujours des slaves en fait qui reçoivent les bases de données, pour que les données soient synchronisées entre les deux. Alors c'est vrai, il peut y avoir des temps de latence. De temps en temps, quand on fait une catastrophic recovery, on peut arriver à perdre peut-être 30 secondes, 1 minute de data. Donc ça fait partie du modèle opérationnel et des limites du modèle opérationnel. Mais c'est comme ça qu'on traite les choses. Donc on a des processus de réplication au niveau d'AZ, donc les availability zones. Donc les AZ, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on s'arrange toujours dans une même zone géographique d'avoir au moins 2 villes avec les computers à l'intérieur. Comme ça, si jamais j'ai une bombe ou si jamais j'ai un volcan qui détruit une ville, en fait, j'ai toujours mon failover dans la 2e ville, même si ça fait partie de North Europe au sens région. Et au niveau des databases qu'on utilise, après ça va pas être un procédé, souvent pour synchroniser des databases, ça va pas être un procédé vraiment générique, ça va être dépendant de ta database. Je sais que nous on utilise parmi d'autres Couchbase et Microsoft SQL Server. Les deux ont des systèmes où tu peux avoir une synchronisation entre 2 instances qui sont complètement séparées. Avec une certaine latence, tu vas peut-être perdre quelques minutes de data, mais je sais qu'avec MS SQL, c'est avec les logs de transactions qui sont envoyés, etc. Donc voilà, il faut se reposer sur des systèmes comme ça. C'est moins cool, mais ça marche quand même. Bonjour, déjà merci beaucoup pour cette présentation très de qualité. Avec plaisir. J'ai une petite question. Nous, on a commencé à migrer quelques applications sur Argo et avant d'utiliser elle, une petite régression qu'il y a eu pour notre développeur, c'est qu'ils avaient l'habitude que la pipeline elle fail si le déploiement il échoue. Là, vu qu'on est dans un modèle plutôt pool où Argo va venir tirer, on a notre CI en fait, du coup n'a pas l'information et donc on a commencé à creuser pour se dire est-ce qu'il y a moyen assez facilement en fait de faire en sorte d'être d'avoir cette synchro. Je me demandais si vous l'aviez et auquel cas comment vous avez géré ça. Me fait tellement plaisir cette question parce qu'il n'y a pas grand monde qui se pose cette question là en fait et en fait oui c'est important donc le step que tu vois à la fin change en fait il n'applique pas directement le changement. Alors on a des procédés qui nous ont été recommandés par nos architectes. Déjà c'est d'avoir 2 branches. Il y a une première branche qui reçoit le changement quand tu merges ta pull request et il y en a une autre qui est celle qui est regardée par Argo et donc là j'ai dit qu'on fait un certain nombre de checks. On est sur la première branche dans ce cas-là, et on déploie que sur la 2e branche, on fait un merge sur la 2e branche, uniquement si tous les checks sont successful. Et de faire ce merge, ça va déclencher, mais ça va permettre aussi de revenir en arrière. Donc c'est comme ça qu'on trigger ça, et donc le step change qui est à la fin, il utilise un autre outil, qui fait encore d'autres checks,
C'est celui que j'ai montré là en fait. Je sais pas si tu peux montrer les deux branches. C'est cette UI là, ouais, je peux montrer les deux branches après. C'est cette UI là. Donc on appelle cet outil et c'est lui qui nous fait le merge d'une branche vers l'autre en fait. Et c'est à ce moment-là que ça déclenche Argo. D'accord. Donc cet outil-là, c'était pas Jenkins, c'est un autre outil, c'est ça? Ouais, c'est un autre outil et il est purement interne. Ok. Mais le principe, c'est pour ça que j'ai expliqué le principe, c'est que le principe, tu peux complètement l'appliquer. Ce que ça fait, c'est vraiment pas rocket science, je crois qu'il y a une ou deux classes Java derrière, pour cette partie-là en tout cas. C'est simplement faire un merge d'une branche vers une autre. Je vais montrer la branche comme disait James. Ok. Donc là, il y a la branche main dans laquelle on fait vraiment nos pull requests. Et en fait, il y a une autre qui s'appelle main rollout en l'occurrence. D'accord. Et c'est celle-là qui est regardée par Argo. Si on allait voir moins le chart, il regarde main rollout. Okay. Et ici, on voit, il y a un GitOps LTC, ça s'appelle chez nous, qui fait le merge d'une branche vers l'autre. Ok, super, très clair. Merci beaucoup. Alors, deuxième petite question, c'est par curiosité, vous avez évoqué le Secret Manager, enfin, la gestion des secrets. Et j'étais curieux de savoir quel Secret Manager vous utilisez, si vous en utilisez un. External Secret, il s'appelle tout court, c'est vrai que le nom est assez bête, mais c'est un opérateur, j'espère avoir bien compris la question, c'est un opérateur dans Cube qui donc scanne, en l'occurrence nous on est sur Azure, donc nos Key Vault, derrière il y a un CyberArk, mais bon peu importe, et il scanne le Key Vault et il crée les secrets en fonction. Donc dans Git on met une External Secret, donc une référence vers le nom dans le Key Vault. Et on a aussi des sources of truth au niveau secret. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on traite ça dans toute la chaîne. Donc là, on t'a donné la réponse pour les secrets qu'on déploie à l'intérieur de Kubernetes. Il y a aussi des secrets qu'on déploie à l'intérieur de la pipeline et qu'on automatise aussi. On essaie d'utiliser le même modèle en fait. Ouais. Alors, il y a un opérateur, pour Cube, c'est un opérateur. Pour d'autres, on a été obligé de bricoler des automations. Enfin, plus que bricoler, on les a développés. Tout n'existe pas. Donc s'il y en a qui veulent faire de l'open source... J'ai une question là-bas. Super, c'est bon. Ah, j'ai un peu vite. Ouais, c'est bon. Là, on a tout fait pour que vous ayez à la SOCA à l'heure et vous restez là. Bon, merci. Le côté gentil. Donc là, on a vu le côté GitOps pour les applications. Vous avez évoqué le côté GitOps pour la partie Terraform. Hier, on a eu une présentation avec Flux plus un contrôleur Terraform. Aujourd'hui, comment vous faites du coup au sein d'Amadeus pour faire du déploiement de Terraform via GitOps? Ça, c'est la question pour l'autre département. Ouais, c'est une question un peu difficile pour nous pour répondre parce qu'on est juste utilisateur de cette partie-là. Alors, je voudrais pas mal parler donner des réponses imprécises. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais des réponses imprécises par rapport à ce qu'ils font. Donc, du coup, je peux te décrire comment ça se passe d'un point de vue utilisateur. Ça y est, c'est fini. D'un point de vue utilisateur de ces outils-là. C'est vraiment du GitOps, c'est-à-dire qu'on déclare dans des repositories ce qu'on veut niveau infrastructure. Et ensuite, ça, c'est pris par une automation que je vois tourner dans Jenkins et qui ensuite applique du Terraform. Je ne sais pas exactement comment c'est derrière, par contre, à vrai dire. Donc, effectivement, on n'a pas les détails, mais en fait, le flow est le même, sauf qu'en fait, tu remplaces l'interaction aujourd'hui faite avec Argo CD par une interaction avec Terraform. Du coup, au niveau self-healing, en fait, je ne peux pas te répondre à cette question. Voilà, si c'était le but de ta question. Ouais, c'est un des challenges qu'ils ont, ça c'est sûr. Mais je peux, si on se voit après, je peux te renvoyer ou je peux répondre après. Si ça se trouve, il y en a même qui sont ici à la conf qui pourraient être répondre. C'est possible. Question. Alors, vous avez le droit de vous lever pour la SOCA. Ouais, s'il y en a qui veulent partir. Mais s'il y en a qui veulent rester, c'est avec plaisir. Pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, de votre point de vue, là on a vu vous recevez un nouveau cluster, vous redéployez vos applicatifs par-dessus. Est-ce que pour vous c'est transparent d'un point de vue ingress en disant je sais que j'ai mes applications, j'ai les différentes parties autour et c'est transparent, je sais que la requête arrivera à un moment sur le bon cluster, ou est-ce que là il y a vraiment une interaction entre vous et l'autre équipe justement? Ouais, tout à fait. Là c'était de la simplification de démo, en effet. L'ingress, aujourd'hui, il faudrait avoir notre point d'entrée qui change vers quel cluster c'est. On a du F5, nous en l'occurrence, devant. Et donc là, il faudrait basculer le F5 de l'un vers l'autre. C'est quelque chose que... normalement, vous ne l'avez pas vu, mais mon IP était vraiment cluster spécifique. Mon URL était vraiment cluster spécifique, celle que je targetais. Et donc ça, par contre, on a des systèmes GitOps aussi. Notre but, c'est que, en tout cas à terme, ce pilotage du F5 pour migrer vers une autre route, ce soit aussi fait via un repository GitOps. On utilise un système avec F5 Big IP qui nous fait automatiquement la redirection lorsque
lorsque le cluster démarre, en fait, il y a une notification qui est envoyée, il y a les tables de routage qui sont... voilà. C'est ça, exactement. Donc c'était pas possible à montrer parce qu'on pouvait pas vraiment répliquer toute la prod, on a fait au mieux. Hein, mais... Encore une question là-bas? Ouais, c'est fini. Le pain bagna est au rez-de-chaussée. Le pain bagna est au rez-de-chaussée, je répète. La soc a été en bas et les pains bagnats sont au-dessus, à l'étage au-dessus, comme hier. C'est important. Merci à tous. Merci pour la présentation. Une question, est-ce que Kubernetes est un préalable au GitOps en définitive? Est-ce qu'on peut faire du robot CD avec des bonnes vieilles VM? Tu peux toujours faire ce que tu veux. Le principe du modèle déclaratif, il s'applique à n'importe quoi, vraiment. C'est plus cool avec du Helm, mais ça s'intègre peut-être mieux et c'est peut-être plus facile. Parce qu'après, toute la difficulté, c'est la réconciliation, je pense. Je pense que si tu veux le faire avec autre chose, être sûr de pouvoir à tout moment réconcilier. Avec du Helm, c'est naturel. Avec du Kube dans l'ensemble, c'est naturel, c'est déjà un modèle déclaratif. Mais si tu veux le faire avec autre chose, c'est faisable. C'est clairement faisable. Juste à toi de coder la réconciliation, de réussir à faire ça. Si tu réussis à faire ça, t'as bon. Ouais. Tu peux t'amuser avec les scripts. C'est cool. Ah ben, bon appétit. Bon appétit, ouais.